Bienvenue à tous, bonne expert tips et je laisse la parole à Gérald, je crois, qui va commencer. Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et j'aimerais bien avoir un oui pour confirmer tout ça. Oui, Très bien. Donc un quart d'heure pour vous présenter sur la base d'une question fondamentale, en fait, la retraite. La retraite lorsqu'on a 30 ans, qu'on démarre sa vie active, on l'a commencé il y a quelques années à peine, on n'a vraiment jamais entendu parler de retraite pour soi auparavant. Éventuellement, on a évoqué ça, le dimanche midi en famille avec les parents qui grandissent, hein, pour pas dire vieillir. Et donc, c'est un sujet, dont on entend beaucoup parler dans les médias, la radio, la télévision nous en parle régulièrement, notamment à l'aune d'une Xième réforme. Et donc, tout simplement, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a 30 ans et qui subit ces interactions, notamment médiatiques, et il se dit: «Mais en quoi ça me concernerait moi qui démarre à peine dans la vie? Ça veut dire quoi la retraite? Avec quoi, je vais vivre finalement puisque je travaille, j'ai une feuille de paie, je suis salarié, je vois bien ce que je cotise, j'ai à peu près compris qu'il y avait un brut et un net, bon, voilà, je suis pas complètement ignorant, mais en même temps, je sais pas tout. Voilà, donc et puis in fine, lorsqu'on m'aura convaincu qu'il y a quelque chose à anticiper, d'abord dans quel timing et puis deuxièmement, quels sont les outils à ma disposition à la date d'aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu le thème en un quart d'heure, sachant que c'est en tant que tel un sujet extrêmement, dynamique, extrêmement tonique, et pas seulement d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue tout simplement du faire. Voilà, alors on va passer en revue les questions fondamentales, hein. C'est quoi la retraite? Besoin de niveau de vie? Ça veut dire quoi? On cotise, mais ça donne quoi? Que ce soit un statut salarié ou un statut, profession libérale ou artisan commerçant. Et puis quelles sont les solutions? Alors d'abord quelques repères, de manière à bien démarrer sur les fondements. J'ai 30 ans et je veux comprendre un petit peu à quoi je m'attends. À date d'aujourd'hui, une retraite, c'est globalement, lorsque je la liquide, 23 ans de vie où je ne travaille pas. Donc, bah, ma pension, ce qu'on appelle la pension de retraite, c'est-à-dire quelque chose qui finalement s'est construit au fil du temps de mon activité professionnelle, quel que soit mon statut, eh bien, va me permettre de vivre plus ou moins bien pendant une moyenne de 23 ans. Donc c'est plus ou moins tonique là aussi, hein, puisque depuis une dizaine d'années, on part de plus en plus tard en retraite. Mais parallèlement à ça, on a aussi une population qui depuis, une grosse vingtaine d'années démarre sa vie professionnelle plus tard également, et par conséquent, il y a un effet de ciseau entre cette période où on part, 63 ans, 62 ans, suivant les professions. Je parle de moyenne, hein, parce qu'évidemment, il y a des professions, indépendantes ou professions libérales qui partent un peu plus tard. Mais il y a aussi les salariés qui ont parfois des spécialités qui leur permettent de travailler plus tard. Et donc, tout ça est en tendance. 23 ans de vie en retraité, sur lesquels je ne pourrais que très, très peu agir pour améliorer les choses. Par conséquent, j'ai quand même intérêt, réellement, à m'assurer que pendant cette période de vie professionnelle, donc les fameux 30, 35 années qui viennent devant moi, puisque j'ai 30 ans, eh bien, j'ai intérêt à avoir préparé les choses de façon la plus sérieuse possible, même s'il y a toujours un certain nombre d'aléas, bien évidemment. Alors, dans les 30 ans à venir, donc je devrais préparer ces 23 années en moyenne. Aujourd'hui, en moyenne, chez un salarié, on cotise en net en brut salarial et en brut patronal 35. Donc c'est près d'un tiers, un peu plus d'un tiers de ce qu'on appellerait le salarié, le salaire, si je suis salarié, qui part pour payer, ma future retraite. Alors c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Ce sont des cotisations qui alimentent des caisses qui payent les retraites d'aujourd'hui, en réalité. Donc il ne faut pas y voir un trait, d'union directe entre ce que je paye et ce que je vais moi recevoir. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Comme on n'a qu'un quart d'heure, on ne va pas aller plus loin que ça, mais pour le coup, c'est pour peser les choses. On n'est pas sur quelque chose de marginal, c'est un élément important. Pour les TNS, donc artisans commerçants, on est sur globalement un peu moins de la moitié, 15 de cotisation qui contribuent donc à cette retraite future. Il n'y a pas besoin d'être grand sire pour
comprend que la pension de retraite à terme sera diminuée de façon assez importante. Alors qu'est-ce que ça donne si je suis salarié non cadre? Je vais aller un peu vite. Donc si je suis salarié non cadre pendant toute la période et que je suis de l'année 1990, donc c'est cohérent, hein, j'ai 31 ans, ou 30 ou 31 ans, eh bien, en tendance, le taux de remplacement, c'est-à-dire la pension de retraite qui va se substituer à mon dernier revenu, mon dernier salaire, à la veille de ma liquidation de retraite, sera de l'ordre de 70%, 69% précisément. Voilà, donc c'est pas neutre, puisque de fait, on découvre qu'on perd 30% entre son dernier revenu, sa dernière feuille de paye et sa pension qui, elle, va durer 23 ans plus ou moins indexée. Si j'ai un statut un petit peu plus profitable, au moins en période d'activité, puisque généralement les salaires sont bien plus importants, eh bien si je suis donc cadre et si je suis également du millésime 90, là le taux de remplacement, il est divisé par 2. Alors c'est connu, mais c'est important quand même de le rappeler. Si j'ai fait l'intégralité de ma carrière ou à peu de choses près, hein, dans ce statut qui est un statut encore privilégié aujourd'hui, parce que vous allez voir dans les prochaines semaines que la notion de cadre et de non-cadre va tendance à avoir à disparaître, hein. Le dernier décret date du mois de juillet qui va petit à petit effacer cette notion de cadre et de non-cadre dans l'avenir. Mais grosso modo, hein, quelqu'un qui cotise à un régime complémentaire Agirc, donc apparenté à GIRC, eh bien, va se voir amputé de l'ordre de la moitié de son dernier salaire pour transformer ça en pension de retraite. Donc là, on tombe dans quelque chose qui peut être extrêmement viril si on ne l'a pas anticipé, hein. On se retrouve avec la moitié de son revenu courant et donc le pouvoir d'achat s'en trouve nettement diminué, nettement amputé si on ne l'a pas anticipé. Alors, si on doit ajouter à ça que cette période de temps va s'allonger avec le temps, hein, encore une fois, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on partait en retraite bien avant 60 ans. Là, on part en tendance bien après 60 ans. C'est plus ou moins facile suivant qu'on a exercé une profession pénible. Mais la tendance, en tout cas c'est ce qui se dit, c'est qu'effectivement la tendance va être de devoir travailler un tout petit peu plus longtemps pour pouvoir compenser. Compenser l'érosion des marchés, compenser le nombre d'inactifs par rapport aux actifs et compenser un certain nombre d'éléments fiscaux et sociaux qui viennent gréver les pensions de retraite. On ajoute à ça la population des TNS et des professions libérales ou agricoles en général. On est dans une fourchette qui s'effondre encore un peu, puisque la fourchette précise donc que cette pension de retraite sera entre 30 et 50%. Donc là, encore une fois, et on le comprend bien, hein, les cotisations étant nettement moindres, eh bien, on aura une pension à terme qui sera bien inférieure. Alors bien évidemment, tout ça, ça brosse le portrait de ce que sont les régimes obligatoires, ceux auxquels on cotise de façon obligatoire. Alors bien évidemment, vous êtes expert comptable et vos clients doivent avoir des dispositifs dits supplémentaires pour les TNS et professions libérales de type Madelin, pour les salariés parfois de l'article 83. Mais pour autant, en moyenne, France, ces régimes supplémentaires, on y intégrera évidemment l'épargne salariale, représentent en fait des sommes assez modestes à la date d'aujourd'hui, puisqu'ils ne contribuent en moyenne qu'à 2%, un peu plus de 2%, sur la pension de retraite totale. Donc 2%, c'est rien. Et c'est très très loin de l'enjeu à venir. Alors si on ajoute à ça, pour terminer l'analyse, qu'il y a un adage dont on entend parler souvent quand on arrive à la cinquantaine et qu'on approche de cette période de retraite, c'est que, bah, au moment de la retraite, on a moins de besoins, qu'on va s'adapter. On avait 2 voitures, on peut en avoir qu'une seule, les frais de la maison dégringolent, enfin et cetera et cetera. C'est en tendance vrai, mais ça a tendance, depuis 2012 notamment, à s'inverser
pour passer sous la barre, fatidique, dans les prochaines années et très prochainement, d'une perte réelle de revenus, de pouvoir d'achat et ça, c'est une moyenne. C'est d'autant plus sensible que vous étiez cadre relativement bien rémunéré ou TNS, puisque là, vous partez d'un taux de remplacement qui est, carrément, j'allais dire catastrophique si on laisse les choses en l'état. Si on n'a pas prévu, d'avoir, une résidence secondaire, éventuellement des résidences, une résidence secondaire, par exemple, pour contribuer, à une pension de retraite, limitée. Si on n'a pas contribué à un dispositif Madelin un peu sympathique, eh bien, là, tout va s'effondrer. On va se retrouver effectivement à la retraite avec un pouvoir d'achat, donc une capacité à dépenser et donc à vivre, bien moindre. Il va falloir vraiment adapter les choses de façon, j'allais dire virile, l'expression utilisée tout à l'heure. Et ça, c'est une caractéristique. Alors pourquoi cette caractéristique? Beh, c'est parce que les retraités, d'un point de vue sociétal, veulent continuer à vivre, à peu de choses près comme avant. C'est-à-dire que, on a pris des habitudes de voyage, on veut mettre de l'argent de côté pour telle ou telle, fonction, de vie courante. Et puis il y a aussi la fonction du quatrième âge aussi qui inquiète énormément et qui coûte extrêmement cher. Et sans compter bien évidemment les aspects, fiscaux et sociaux qui contribuent à la perte de pouvoir d'achat, n'en déplaise. Donc tout ça fait qu'il y a une érosion très rapide, hein. La courbe est sur un coefficient très élevé. En très peu de temps, on perd énormément, on perd 5 points en très peu d'années, et ça va aller en s'accentuant. Donc quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui doit intégrer cette notion-là, de façon extrêmement froide. Il est absolument clair que ce qu'il entend dire de ses parents, de ses grands-parents éventuellement, va être faux, et par conséquent, il va vraiment falloir qu'il se fasse, en plus des régimes, obligatoires, éventuellement en plus des régimes supplémentaires que l'entreprise lui proposera, une capitalisation à sa main, qu'il pourra alimenter, qu'il pourra ensuite mettre en veille pendant un moment, en sommeil, un moment et puis, reprendre quelques années plus tard. Alors, pour arriver à tous ces points-là, et essayer d'atterrir à l'âge de 65, 66, 67 ans, le moins mal possible, il faut faire un bilan. Alors, ça sert à rien de faire peur, bon, je fais peur, hein, d'une certaine manière, mais il faut être froid par rapport à l'événement. Les faits sont là, et il n'y a pas, un banquier, il n'y a pas un assureur, il n'y a pas un gestionnaire de patrimoine, il n'y a pas un conseil en retraite qui pourra dire le contraire de ce que je dis. Et il faut faire un bilan. Alors, quand on a des revenus, un peu sympathiques, eh bien, on fait un bilan, repère. Heu, Combien je vais dépenser à la retraite? On essaie, on prend des éléments statistiques. Donc là, par exemple, on passe en revue les postes clés, le logement, la santé, les impôts et cetera. Il ne s'agit pas de dire: «Ben non, ça je me nourrirai plus. Oh ben non, il y aura plus de transport dans ma vie». Non, non, il ne s'agit pas de faire l'impasse là-dessus. Il s'agit d'être froid et de regarder les choses telles qu'elles sont et de mettre des chiffres. Et en regard de ça, bien évidemment, on projette avec les éléments statistiques dont on dispose aujourd'hui. Et ça, notre agent général d'assurance partout sur le territoire, chez Gann Assurance est capable de vous le proposer. Eh bien, il va extrapoler et il va vous proposer à 66 ans, une extrapolation, de votre revenu, par rapport à votre revenu d'aujourd'hui et une extrapolation, de ce fameux taux de remplacement pour vous faire découvrir que, grosso modo, vous êtes à 41 de taux de remplacement et que ça, quand vous avez 30 ans, c'est factuel. Ça peut être plus ou moins faux, bien évidemment. C'est de toute façon, par nature, complètement assez faux, mais ça n'est pas faux, du simple au double. C'est quelque part en tendance tout à fait vrai et par conséquent, il s'agit de prendre des mesures qui vont bien. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde ça quand on a 30, 35 ans, un petit peu moins, un petit peu plus? C'est parce que parallèlement à ça, les marchés se sont effondrés et que ce qui contribuait à hauteur de 4, 5, 6% par an régulièrement et sans prendre aucun risque, eh bien tout ça, c'est du passé. Et par conséquent, il faut aussi avoir du temps pour constituer une épargne, pour constituer, un patrimoine qui va agir, au moment de la retraite de façon positive. Hein, je rappelle que, on peut acheter de l'immobilier, mais si à 63 ou 4 ans, on a envie de le revendre pour se constituer son bas de laine et au même moment, dans la rue, dans la ville, dans le secteur géographique, le marché de l'immobilier s'effondre, on se retrouve avec un bien qu'on ne peut pas forcément revendre facilement
ou en tout cas, si on doit le céder, on le cédera à un prix très en deçà de ce qu'on avait imaginé. Donc il s'agit de pas mettre ses œufs dans le même panier. Il s'agit de, voilà, d'écouter, notamment l'assureur, de faire ses choix. Avec 2 à 3 choix, c'est bien. On on a rendu plausible, cette période de retraite, avec ses objectifs perso, hein. Il y a des gens qui, conserveront 50 de pouvoir d'achat, par rapport à ce qu'ils gagnaient auparavant et ça leur va très bien. Et puis d'autres qui auront besoin de 100. C'est-à-dire qu'aucune perte parce que les enfants, continuent à faire des études sup, parce qu'on les a eus tardivement, parce qu'on s'est remarié, parce qu'on a un enfant handicapé, dans le foyer, enfin, toutes ces raisons qui sont très personnelles, mais qui nécessitent, une approche, différenciée et très, individualisée. Voilà, alors, en tant qu'expert comptable, vous connaissiez et avec vos clients certainement, étaient, protés à dire ce qu'ils avaient ou pas, mis en place, à titre individuel avec le PERP, ou en tant que, TNS ou profession libérale avec, l'enveloppe Madelin. Dans l'entreprise, les salariés ont accès, à des dispositifs de type article 83, hein, le plan d'épargne retraite entreprise, ou pour l'ensemble des populations TNS et salariés, l'ensemble, des dispositifs liés à l'épargne salariale et notamment avec le PERCO, qui est la poche, épargne salariale retraite. Alors la loi, a évolué, s'est modernisée pour remplacer ça par, un PER, plan d'épargne retraite, qui est, polyvalent, si j'ose dire, dans la mesure où quand on va commencer avec un pair 1, donc à la droite de la slide, à titre individuel, je démarre, j'ai un peu d'argent, je vais alimenter un pair 1. Au début, je défiscalise pas parce que je paye très peu d'impôts ou pas, voire pas du tout, mais ça m'intéresse, l'idée m'intéresse. Eh bien, après ça évolue, j'ai, dans mon entreprise, de l'épargne salariale, je vais pouvoir, faire passer les sommes d'une poche PER à une autre poche PER, dans des compartiments à l'intérieur de chacun des PER, mais je vais retrouver mes petits, si vous voulez. Et donc, plutôt que d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, parfois de plus, de poches ouvertes, et lorsque je les liquide à 65 ans, en gros, je ne sais plus très bien ce que j'ai ouvert et où je les ai ouverts, eh bien, je peux très bien finalement n'en avoir qu'un seul. La pierre d'achoppement étant le PER1, puisque c'est lui qui catalyse l'ensemble des dispositifs collectifs, hein, ceux que vous avez mis en place ou que l'on a mis en place pour vous dans le cadre de l'entreprise. Et donc, vous allez pouvoir catalyser dans ce PER1 toutes les sommes que vous avez, dont vous allez hériter petit à petit pour pouvoir liquider votre retraite supplémentaire. Donc, c'est intéressant pour le souci de la simplicité des choses, la simplification des choses. Et on retrouve dans le PER1 la poche individuelle, hein, c'est-à-dire je contribue à titre personnel ou je contribue à titre de professionnel. Je suis artisan carreleur, je suis artisan, peintre ou kiné, profession libérale ou assureur, et donc l'enveloppe Madelin, j'utilise. Ou alors je réintègre 10 ans plus tard une entreprise en tant que salarié et au sein de l'entreprise, il y a un article 83 et ou de l'épargne salariale, donc j'ai de l'argent dedans et puis je vais pouvoir en bénéficier également au moment de la liquidation de la retraite. Tout ça en bénéficiant d'avantages fiscaux. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'à terme, on va pouvoir me proposer une liquidation sous forme de rente, donc pour améliorer ma pension de retraite, hein, donc en espérant que ce soit plus sensible que 2 à 3 mais que ce puisse être, 7, 8, 10. Ça commence à être sensible, à cette hauteur-là. Et puis, on peut également anticiper la récupération de cet argent quand on a un gros coup dur, évidemment le décès, mais ça peut être l'invalidité, par exemple de son conjoint. Ça peut être, un accident, de la vie, chez un de ses enfants. Ça peut être aussi, lorsque on achète la deuxième, la troisième, la quatrième résidence principale, même à 62 ans. Avant la liquidation de la retraite, on va acheter sa résidence principale et c'est un cas de déblocage anticipé. Alors, bien évidemment, c'est antinomique avec ce que j'ai dit, hein, c'est fait pour préparer sa retraite, mais on peut, dans le pire des cas, en avoir besoin dans le cas présent. Voilà, donc ce dispositif s'appelle le PER, le plan d'épargne retraite, intégré dans ce que nous connaissons être la loi Pacte. Évidemment, un quart d'heure, c'est trop peu pour vous en parler, donc à chacun d'entre vous, de vous renseigner auprès des agents généraux de Gain Assurance qui sont à même de rentrer dans le détail. D'autant qu'il y a aussi tout un tas de qualités, de contre-assurance sur ces contrats,
en cas de décès anticipé, en cas d'invalidité, etc., etc., qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, j'espère que j'ai été synthétique sur ces dispositifs. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Gérald. Eh ben, on va passer à la présentation de Dangean et Associés par Delphine. Juste avant que Delphine prenne la parole, je vais dire un petit mot sur le cabinet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, d'abord, je suis directrice de la communication de Dangean et Associés. Et Dangean et Associés, c'est 150 collaborateurs, experts comptables, consultants et auditeurs, 11 associés et un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Et je dirais que s'il y a 3 choses à retenir sur le cabinet, c'est que c'est d'abord un gros cabinet indépendant. On n'appartient pas à un réseau. Le capital appartient en totalité aux fondateurs et à ses associés. On recrute toute l'année des collaborateurs juniors et expérimentés pour accompagner les clients, nos clients qui sont exclusivement des grands groupes français et étrangers. Et puis, dans Dangean et Associés, vous allez avoir l'exemple de Delphine aujourd'hui, mais c'est un cabinet avec un esprit d'équipe solidaire, bienveillant et convivial, dans lequel il est très agréable de travailler. Delphine, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et à tout à l'heure. Bonjour. Alors moi, donc c'est Delphine Collet. Je suis au cabinet depuis début 2019, donc 2 ans et demi maintenant. Et je vais vous faire une petite présentation sur quelques raccourcis Excel qui permettent d'optimiser le traitement des fichiers. Et donc là, à petite échelle, mais qui servent quand il y a beaucoup de données à traiter. C'est des petits raccourcis qui changent la vie. Et donc, j'ai synthétisé les quelques raccourcis dont je vais vous parler sur ce fichier. Alors, les premiers et les plus connus, ce sont le CTRL-C et le CTRL-V qui permettent de copier et de coller des données. Donc, CTRL-C pour copier. Je me place ailleurs. CTRL-V, je colle ma donnée. Si je veux la déplacer et l'enlever de son endroit de départ, je fais CTRL-X pour couper et CTRL-V, je colle et ça l'a enlevé de l'endroit dont j'ai pris la donnée. Ensuite, CTRL-S, c'est ce qui permet d'enregistrer. C'est le S de Save en anglais, donc qui permet d'enregistrer le fichier. Pour mettre en gras des données, on a le CTRL-G, le G de gras. Il va mettre en gras toute la donnée. Et quand on rappuie dessus, CTRL-G, ça permet d'enlever le gras. Donc selon si la donnée elle est déjà en gras et qu'on veut l'enlever ou si on veut mettre en gras, et ça fonctionne sur toute une sélection. CTRL-G. Ensuite, quand on traite des données chiffrées, il y a une astuce qui est assez pratique, c'est de pouvoir faire une somme en automatique, sans avoir à taper le égal somme en formule. Là, c'est Alt et égal. Donc j'appuie sur mes 2 touches, Alt égal, et il trouve tout seul qu'il y a toute une colonne de chiffres qui l'additionne. Et quand je fais Entrée, il en fait l'addition tout seul. Maintenant, si on veut faire l'addition, mais pas forcément des données qu'il a sélectionnées de façon automatique, Alt égal, et là, avec les flèches, on se dirige comme on veut pour démarrer une sélection là où on veut. Et ensuite, on maintient la touche majuscule enfoncée, et avec le pavé directionnel des flèches, on sélectionne la zone que l'on veut. Ensuite, pour rajouter ou supprimer des cellules. Là, je refais mon addition sur toute la colonne juste pour exemple. Si je veux décaler ma cellule vers le bas, je vais faire CTRL+. Et là, il va me demander si je veux insérer les cellules. Vers la droite, vers le bas, toute une ligne, toute une colonne. Moi, c'est vers le bas que je veux décaler. J'appuie sur Entrée et il décale. Et donc là, ça fonctionne pour ajouter avec le CTRL+. Et c'est exactement le même fonctionnement avec le CTRL- pour enlever. CTRL-. Il me demande si je veux décaler vers la gauche, vers le haut, toute une ligne ou toute une colonne. Moi, c'est décaler vers le haut qui me convient. Entrée. Et il a remonté ma cellule. On va voir qu'on a le même fonctionnement avec des lignes et des colonnes entières. Et pour ça, je vais d'abord sélectionner toute une ligne. Là, c'est le raccourci majuscule et espace. Je le montre, majuscule, espace. Il prend toute ma ligne. Et maintenant, si je fais CTRL+, je rajoute des lignes. CTRL-, j'enlève des lignes.
Si je veux rajouter des lignes, mais pas qu'une seule, une par une, ce serait long dans certains cas où on veut en rajouter beaucoup. Je reprends toute une ligne, majuscule et espace. Et là, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Puis avec les flèches, autant que je veux. Et donc là, par exemple, si je veux rajouter ce bloc-là, je l'ai sélectionné, CTRL+, et il me rajoute tout un bloc. CTRL-, je peux l'enlever. On a exactement le même fonctionnement avec les colonnes. Là, c'est CTRL et espace. CTRL espace, je prends ma colonne. CTRL+, je rajoute. CTRL-, j'en enlève. Et même fonctionnement, si je prends une colonne, CTRL, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Et là, avec les flèches, je peux en sélectionner davantage. Là, c'est le nombre de colonnes que je veux insérer, CTRL+, et elles sont parties à droite. Ensuite, quand on est dans une sélection, tout un tableau, par exemple, là en comptabilité, quand on a des balances qui font 270 lignes, c'est souvent long de descendre le fichier manuellement et puis de le faire défiler. Donc là, il y a une astuce, c'est d'être, peu importe où on veut dans le tableau, on fait CTRL et la flèche du bas. Et là, ça va tout en bas de la dernière donnée. Donc là, j'ai pris l'exemple sur, voilà, on n'a que 6 données. Mais voilà, quand on a une balance avec 270 lignes, il y aura la ligne 270. Donc CTRL et la flèche du bas. Comme ça permet de, juste avec une touche vers la flèche du bas, de se mettre en dessous et ensuite soit de refaire toute une addition, soit de rajouter des informations. Ça fonctionne pareil avec gauche et droite. CTRL et flèche de gauche, il va tout au début du fichier, là où il trouve qu'il y a des données. CTRL flèche de droite, il va à la dernière donnée de la ligne. Et si je fais encore de droite, il part à l'extrémité du fichier. Donc là, on est dans les noms des colonnes maximum. Donc CTRL flèche de gauche et je reviens dans mes données. Ensuite, souvent, on a besoin de s'ajuster, on essaye des choses et puis on a besoin d'annuler ce qu'on vient de faire. Donc là, par exemple, je refais mon addition, Alt égale. Finalement, ce n'est pas ça que je voulais faire. J'annule ce que je viens de faire. CTRL Z. CTRL Z, ça permet d'annuler. Et CTRL Y, ça permet de faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc là, par exemple, si je viens de mettre mes données en gras, CTRL gras, je vais en prendre qu'une seule, CTRL gras, avec le CTRL G, et que je veux en mettre une autre, bien sûr, le CTRL G fonctionnerait aussi, mais CTRL Y, ça permet de rappeler ce qu'on vient de faire. Donc là, la dernière action que j'ai faite sur Excel, c'est de mettre en gras. Et donc, si je fais CTRL Y, il va aussi mettre en gras. CTRL Y, voilà. Et donc, par exemple, quand là, je refais une addition, j'ai envie de l'annuler, CTRL Z. Finalement, je ne voulais pas l'annuler. En faisant le CTRL Y qui répète la dernière action que je viens de faire, ça va annuler mon annulation. Et donc, la faire réapparaître. Comme ça permet de s'ajuster assez facilement quand on est en train de traiter des données. CTRL Z, on annule, ou CTRL Y, on répète. Et si on veut revenir à l'étape juste avant, et ben, CTRL Z et CTRL Y à mixer, et puis on obtient le résultat qu'on veut. Ensuite, quand on est sur des données chiffrées, on a souvent besoin d'un filtre pour filtrer soit du texte, soit des données, soit les trier par ordre croissant, décroissant ou quoi. Là, soit on pourrait passer par le volet en haut données, le temps qui s'affiche, données et filtrer, qui m'a rajouté un petit filtre ici. Soit le raccourci avec le clavier, c'est CTRL majuscule et la touche L. Et donc là, il me rajoute un filtre et il me l'enlève. Et enfin, une dernière petite astuce.
souvent, quand on est sur des données qui viennent d'un fichier en CSV ou un export de logiciel, etc., on n'a pas forcément un affichage en chiffres qui nous convient. Et on aime bien rétablir un équilibre et un affichage uniformisé avec souvent 2 chiffres après la virgule. Dans ce cas-là, on prend la sélection et l'astuce en Excel, c'est contrôle et point d'exclamation. Je le fais et là, j'ai 2 chiffres qui m'apparaissent après la virgule sur toute ma sélection. Je vais avoir terminé avec les raccourcis à expliquer, les plus courants, sachant que les vraiment plus utilisés sont en haut de la liste. Et puis, derrière, c'est des astuces qui servent plus ou moins couramment. Mais voilà, rajouter des colonnes, des lignes et aller en bas ou en haut d'une sélection avec des touches clavier, ça permet de gagner du temps quand les fichiers sont volumineux. Voilà pour ma petite présentation. Merci beaucoup, Delphine. Du coup, on vous fera les communications sur les prochaines dates d'Expert Tips. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a une par mois, le premier lundi du mois, il me semble. Donc la prochaine, le 4 octobre 2021, avec des formules qui facilitent le quotidien sur Excel et puis les IJ des professions libérales. Voilà, mais pas d'inquiétude, on vous transmettra l'agenda. Merci à tous d'avoir participé à ce rendez-vous inédit et à très vite alors. Merci pour les messages. Au revoir. Merci, au revoir.